What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Alright, bienvenue dans une nouvelle conversation awesome. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai un invité pas mal awesome à vous présenter, Sébastien Côté, qui est kinésiologue et entraîneur personnel depuis une dizaine d'années. Il a sa compagnie Freedom Fitness avec une équipe de gens pas mal awesome qui ont une philosophie très, très similaire à la mienne. Et vous allez voir dans l'entrevue d'aujourd'hui que plus il parle, plus je me dis « Yes, on a vraiment le même speech ». Donc, je suis très reconnaissante de l'avoir invité. Moi et Sébastien, on se connaît virtuellement seulement. Dans le fond, on se suit via Facebook depuis quelques années. Et de part et d'autre, on était comme « Ah ouais, ça fait bien du sens, qu'est-ce que tu dis, puis comment tu coaches tes clients, et vice-versa. » Donc, c'est pour ça que je voulais l'inviter sur le podcast, parce que j'aime ça, avoir des kinésiologues, des gens dans le domaine du coaching, de la nutrition, de l'entraînement, des habitudes de vie, qui peuvent vulgariser certains concepts aussi qui amènent parfois de la confusion, qui peuvent défaire certains mythes, comme j'aime bien le faire aussi, et qui peuvent évidemment vous aider à améliorer votre santé là, dès aujourd'hui par des changements de mindset puis des bonnes habitudes de vie, des trucs pratico-pratiques. Fait que c'est ce qui vous attend dans la conversation awesome d'aujourd'hui avec Sébastien. N'hésitez pas à aller voir les liens que j'ai mis dans la description du podcast pour avoir plus de ressources de sa part et le suivre et son contenu qui est super pertinent et intéressant. Et comme d'habitude, si vous avez des questions pour nous, des commentaires, ben faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. Et sinon, ben je vous laisse là-dessus. Donc, bonne écoute. Sébastien, bienvenue dans cette conversation awesome. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, mais merci de l'invitation. Là, je vais peut-être être awkward à certains moments, comme j'ai jamais eu une conversation comme ça. Mais je suis pas pire en franglish, fait que... Ouais, c'est très franglais, mon podcast. Fait que notre conversation d'aujourd'hui va être en français, mais effectivement, gêne-toi pas pour faire du franglish. Il y a pas de souci. Fait que, ben, je suis contente que ça soit ta première expérience de podcast. Ça fait un petit bout qu'on se suit sur Facebook, les réseaux sociaux. Ouais. On a une approche qui est assez similaire, je crois, dans la façon qu'on coach nos clients et nos clientes. Donc, je trouvais ça super pertinent de t'inviter puis qu'on puisse continuer à jaser puis amener des conversations qui ont du bon sens, défaire des mythes aussi, souvent enlever un peu de confusion dans tout notre domaine d'habitude de vie, perte de poids, santé, etc. Fait que bienvenue dans ton premier podcast. Merci. En fait, c'est pour ça que j'ai justement accepté l'invitation comme sans hésiter parce que je savais qu'il y avait une connexion là, au niveau de l'approche. Mm-hmm. Fait que justement, si je pouvais, comme je disais tantôt, on dit off-air, je suis plutôt par écrit, fait que là, d'utiliser un autre médium, c'était intéressant pour moi. Ouais. Je suis content de faire ça. Cool! Ouais, parce que, bon, parlons-en de ce qu'on retrouve parfois sur les internets, surtout dans notre domaine. On va commencer avec peut-être des choses un peu plus... cocasse comme anecdote. C'est quoi une ou deux là, des pires affaires que tu n'as jamais vues sur Internet concernant notre domaine? Je peux commencer là. Moi, j'ai déjà vu un article qui disait le titre que la banane donnait le cancer. Puis la description de l'article, c'était tout par rapport à keto là. Fait qu'il disait que bon évidemment la banane c'est un fruit, il y a du sucre dedans. Donc si tu fais la diète keto puis tu manges une banane, tu vas buster ton sucre et là ça crée de l'inflammation qui peut tu vois je m'en vais avec ça. Mais le titre c'était littéralement la banane donne le cancer. Fait que ça c'est quelque chose que j'ai déjà lu qui m'a donné envie de soit lancer mon laptop par la fenêtre ou de me cogner la tête sur mon laptop, c'est selon, ou de partir à rire, tu sais. Mais toi, y a-tu quelque chose comme ça qui te vient, que tu as déjà vu J'avais un exemple en tête, mais parce que tu parlais de banane, j'en ai comme un autre. Fait que en fait, tu sais, c'est peut-être... Tu peux en donner les deux, là, y a pas de stress. Ouais, c'est ça. Longue histoire courte, dans une vie précédente, j'étais tuteur pour de l'aide aux devoirs, puis je donnais des cours d'anglais à une petite fille qui, à l'époque, était en 5e année, 4 ou 5e année. Puis, elle vient d'école, puis là, elle demande
une collation à sa mère. Puis elle dit « Ah, je peux avoir une banane? » Puis sa mère lui a répondu « Tu fais attention, t'en avais une dans ton lunch, puis tu sais, les bananes, c'est engraissant. » 5e année. Ouais, c'est ça. Puis les deux étaient... c'était pas comme un enjeu, là, les deux extrêmement minces. Là. Puis, attention, les bananes sont engraissantes. C'est resté avec moi, là, parce que ça dit banane, ça m'est venu en tête. Mais moi, je pense que c'est l'an passé, ou en tout cas, il y a quelques mois, j'ai une cliente qui a mentionné les Slimming Gummies, les bonbons amaigrissants. Ouais. Moi, je pensais que c'était une blague. Fait que là, je continue. Je pensais que c'est une blague, que je continue comme de faire des blagues. Puis là, de comprendre, tu sais, au bout d'un certain temps, que c'est vrai que ce produit-là, tu sais, mange les bonbons qui vont te faire maigrir. C'est ça. Ça me paraissait en surface tellement absurde que j'étais sûr que c'était une blague. Mais Ouais, c'est vraiment dommage parce que ta cliente, je suis sûre que c'est pas la première et ça sera pas la dernière qui va malheureusement tomber dans cette accroche-là marketing de « Oh my God, cool, je peux manger des bonbons puis ça va m'aider à maigrir », tu sais. Je veux dire, t'attends en ligne à l'épicerie puis les covers de magazines, c'est tout ça, hein. Perds 10 livres en 10 heures en faisant tel régime. Tu sais, achète ce produit-là miraculeux qui va t'aider à couper ta faim. Achète 400 $ de produits par mois, de fat burner, puis ton gras va se brûler toute seule. Et je trouve que nous, en tant que kinésiologue, coach en habitude de vie, coach en nutrition, tout ça, qui essaie d'amener un peu de bon sens là-dedans, ben on compétitionne contre ces grosses machines-là, influenceurs-là, cette industrie-là qui génère des milliards de dollars à chaque année de produits amincissants, de cures, de détoxie, de diète ça. T'es-tu découragé des fois ou au contraire, ça t'inspire, ça te motive justement à coacher tes clients puis à continuer? Ça dépend des jours. Non, c'est blague. Il y a des fois où ça va être... C'est un peu les deux, dans le sens où, d'une part, c'est décourageant, non, juste de façon générale, je suis pas de même, mais en effet, ça démontre la taille du travail à faire, c'est le chemin qui est à parcourir. En même temps, c'est justement, ça veut dire qu'il y a un chemin à parcourir, puis qu'il y a quelque chose, il y a du travail à faire qui mérite d'être fait. Fait que c'est un peu, c'est l'envers de la même, les deux côtés de la médaille, ça. Ouais. Fait que d'un bord, c'est comme « Oh my God, check ça, il y a tellement de job à faire. » Puis au bord, ben, c'est justement, il y a de la job à faire. Fait que ça donne un sens, justement, à ce qu'on fait. Ouais. Je pense que on se retrouve avec, d'une certaine façon, je vais pas dire la job la plus difficile, mettons, mais c'est parce que, justement, si d'une part, on, en guillemets, compétitionne, pour dire ça de même, avec les Slimming Gummies, c'est a priori une espèce on est à un désavantage significatif parce que Slimming Gummies, j'utilise ça comme un espèce de terme pour parler de tous ces régimes pilules magiques-là, régimes miracles-là, pour dire que promesse d'avoir ultra résultat en pas de temps pantoute, puis là, nous, on arrive. En fait, non, ça va être quand même long. Ça va être long, on va tu vas être patient, tu vas perdre ta motivation. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'en bout de ligne, j'utilise l'exemple souvent que il y a même une fable là-dessus. Le lièvre et la tortue, là, c'est exactement ça. Tu essaies d'aller trop vite, tu te plantes, tu recommences. Puis là, ben, si tu prends ton temps, tu finis par te rendre quand même, puis en fait, plus vite, parce que même si sur le coup, c'est plus long, c'est-à-dire ça va te prendre 6 mois et pas 6 jours. Mais au bout de 6 mois, c'est permanent. Ou en tout cas, c'est ça l'objectif. Tandis que par définition, penses-tu vraiment que tu vas manger des bonbons amaigrissants pendant les 10 prochaines années? C'est pour atteindre ton objectif puis le maintenir. Exact. Fait que c'est ça, c'est la longue réponse pour dire que pour moi, il y a les deux. Mon façon de travail à faire, en même temps, ça valide le travail à faire. Ouais, je suis tellement d'accord. Puis tu mentionnes vraiment un bon point, hein. Moi aussi, j'ai une approche très, très progressive, une chose à la fois, prendre son temps, pas tout changer le lundi matin ou le 1er janvier, tu sais. Puis souvent, c'est ça, on a cette réaction-là de comme, ouais, mais là, ça va être long. Ouais, mais si ça fait 20 ans que tu veux perdre le même 20 livres, ça fait déjà 20 ans là que c'est long, que tu essaies tout ce que tu veux essayer puis que ça dure pas sur le long terme. Fait que ça va peut-être être plus long le perdre, ton 20 livres, oui, mais comme tu dis, ça va être moins long parce que au lieu de te prendre 20 ans à maintenir ta perte de gras, ben ça va peut-être te prendre 6 mois, 1 an et demi, tu sais. Fait qu'il faut le voir comme ça. Toi puis ton équipe, vous vous spécialisez dans la perte de poids. Tu sais, des 40, 50, 60 livres, vous avez quand même des beaux success stories, comme on dit. C'est quoi
c'est quoi l'obstacle ou le premier défi que tu rencontres de façon assez... je suis certaine que tes clientes, ils ont tous des backgrounds différents, des histoires différentes, mais tu sais, la personne qui t'approche là en premier, là, puis elle dit « OK, je suis prête, je veux y aller de la bonne façon cette fois-ci, je veux pas prendre des slimming gummies, je suis prête à m'embarquer dans une démarche, j'ai, 30, 40, 50, 60 livres à perdre. » C'est quoi le premier obstacle qu'elle rencontre habituellement, cette personne-là, dans son processus de perte de poids? C'est une fois que typiquement, les premières semaines, n'importe les 2, 3, 4 premières semaines, notre job est facile, ça roule, ça va vite, la personne clenche, ça fait tout, la motivation est là. La motivation est là. Mais là, c'est quand je pense pas que c'est sûr, parce que motivation, bon, c'est un mot large, je veux dire différentes choses pour différentes personnes, mais c'est quand l'espèce de rush initial du début, c'est-à-dire d'entamer quelque chose de nouveau. Puis là, à un moment donné, ça devient juste la normalité. Ouais. Puis c'est pas directement corrélé, disons, aux résultats obtenus en quelques semaines, plutôt qu'à un moment donné, c'est plus, entre guillemets, nouveau. C'est la chose qu'on fait. Fait que t'as pas l'espèce d'excitation un peu même du départ, là, de t'engager dans quelque chose. L'excitation, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas tant la motivation, plus que une fois que l'excitation, c'est exactement ça, du début, se dissipe, c'est là qu'on entre en ligne de compte. Ah! OK. Tu vois, c'est pour ça que tu es ici. Bon, voici ce qu'on va faire pour s'ajuster parce que, naturellement, comme il y a souvent des départs en Lyon, autant d'une part, on fait comme, ça, c'est peut-être pas tant réaliste, de t'entraîner 7 fois semaine. Je pense qu'on va descendre ça un peu. Mais en même temps, je veux pas comme brimer l'élan de la personne. Fait que cette espèce d'équilibre-là à trouver entre te servir de cette excitation-là initiale pour partir un momentum, parce que mal partir, ça part mal, non? Fait que de bien partir, mais simultanément de faire quelque chose qui ne sera pas à rebâtir au complet dans 4 semaines. Fait que c'est pas mal ça. C'est la baisse d'excitation initiale qui est l'espèce de... Puis on arrive, défi, d'obstacle, on l'avait vu venir, celle-là, on l'avait prévu, là, on est là, on a déjà... Plan B est déjà prêt, on l'avait déjà conçu, là, fait que... Tellement. Puis je suis sûre que s'il y en a qui nous écoutent, qui ont déjà parti un programme d'entraînement ou même qui ont déjà fait mon défi Karmakin ou qui ont travaillé avec toi, on l'a tous déjà ressenti. Cette espèce de moment-là qu'on fait comme, attends, là, je suis supposée continuer à faire ça, genre le reste de ma vie, comme c'est supposé faire partie de ma réalité. C'était le fun au début, mais là, attends, là, faut vraiment que je continue à m'entraîner, 3-4 fois semaine. Ça arrive, c'est sûr. Je le dis tout le temps, moi aussi, j'ai un défi Karmakin qui dure 12 semaines. À la semaine 1, je leur dis, là, vous êtes bien excités, là, vous êtes super inspirés, bien motivés, mais on va s'en reparler à la semaine 3. Moi, souvent, c'est ça. Comme tu dis, semaine 3-4, habituellement, là, c'est là que ça diminue. Et évidemment, on peut anticiper ça avec des stratégies, avec des changements de mindset. C'est quoi le genre de stratégie que tu mets en place, justement, soit avant ou pendant cette baisse d'excitation-là, pour garder tes clients engagés puis constants? De revoir de façon... comme régulière, naturellement à l'intervalle de changer d'une personne à l'autre selon ses circonstances, mais de revoir quels sont les minimums auxquels on est prêt à s'engager. Fait que, tu sais, il y a une espèce de flexibilité dans le sens où, si quelqu'un fait, initialement, moi, là, je m'engage à 4 fois 40, 4 workouts semaine de 45 minutes, là, OK, c'est parfait, mais, mettons, là, hypothétiquement, si tu avais un enfant qui pognait le rhume, quel est le minimum auquel tu es capable de t'engager, puis de revoir ça régulièrement, puis autant faire plus de preuve de flexibilité, en même temps, juste faire un rappel. On avait dit ça, ce minimum-là, il faut c'est-à-dire de s'adapter à la réalité de la vie de la personne, mais en même temps, lui rappeler la raison pour laquelle elle fait ça, puis qu'il y a une espèce de... Parce que la différence entre faire 0 ou 1, en termes d'engagement, là, au début, tu pars à 2, il ne faut pas que tu tombes à 0, il faut comme... OK, il y a 1, puis on reviendra à 2 plus tard quand les conditions quand on quittera plus le rhume. C'est ça. Quelque chose comme ça, tu sais. Fait que d'ajuster à différentes réalités, puis naturellement qui vont varier, parce que qu'il y a tellement mêlé une chose externe, tu sais, qui peuvent s'en mêler, souvent qui ont même aucun rapport au processus, tu sais, de mise en forme en soi. Genre, t'as une mauvaise nouvelle à la job, tu sais. Parce que là, faut que tu t'ajustes. Fait que, c'est pas mal. On a vraiment le même discours. Moi, j'appelle ça la fondation, en fait. Tu sais, t'as ton optimal, puis t'as 0. Puis moi, j'appelle ça life happens. Quand il y a quelque chose dans ta vie qui te sort de ta routine, entre guillemets, là, parfaite puis optimale pour faire tes habitudes de vie. Que c'est ça quelque chose de positif.
t'es en fin de semaine de camping, t'es en vacances, je sais pas moi, t'as de la famille à la maison pour le mois en visite ou quelque chose de négatif, ton kid est malade, t'as une mauvaise nouvelle à job, toi t'es malade, t'as une blessure. Mais quand il y a quelque chose qui se passe dans tes circonstances extérieures, life happens, ben souvent on a tendance à c'est ça tomber à zéro. OK, ben j'ai pas le temps de m'entraîner puis je m'entraînerai pas. Mais c'est quoi ta fondation? C'est quoi un minimum, comme tu dis, non négociable que tu peux quand même continuer à t'engager? C'est pas l'optimal, mais c'est pas zéro non plus. Fait que, tu restes une personne qui continue de s'entraîner. Fait que ça affecte moins ton identité. 2, tu gardes ton momentum, justement, de départ parce que tu tombes pas à zéro. Puis là, quand ta circonstance va être terminée, ben, tu recommenceras pas, justement, comme si c'était une grosse montagne puis que t'avais rien fait dans le passé. Puis la marche après entre 1 et 2 versus 0 et 2, est moins grande à reprendre. Fait que c'est moins décourageant, surtout pour des gens qui ont tendance à commencer quelque chose, arrêter, commencer quelque chose, arrêter. Fait ça te permet de cette confiance-là, ce momentum-là. Donc, moi aussi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients parce que est-ce que tu travailles surtout avec des femmes ou des hommes ou c'est un mix? Pour une raison ou une autre, on attire pas mal exclusivement des femmes. Okay. Il y a quelques gars, mais... OK, moi aussi. Puis, fait que tu dois rencontrer souvent le syndrome du perfectionniste, tu sais, de suivre un plan à la perfection, le tout ou rien. Si je manque un workout, ben je m'entraîne pas de la semaine. Si je mange des chips le vendredi soir, ben ma nutrition toute la fin de semaine, elle prend le bord, tu sais. Je trouve que comme tu l'expliques, le 1 versus 0, moi j'appelle ça la fondation, ben ça permet à amener de la flexibilité qui nous sort un petit peu de ce syndrome-là du perfectionnisme. Puis c'est aussi que souvent les gens vont eux-mêmes accélérer quand les circonstances vont se prêter au jeu, tu sais, quand les circonstances vont être favorables, vont eux-mêmes passer, disons, de 1 à 2, mais c'est comme à nous de les empêcher de tomber à 0, tu sais, dans le sens de maintenir justement la fondation, comme tu dis, puis là, parce que la plupart du temps, le monde va juste eux-mêmes faire « OK, là, je sais pas, j'ai une semaine où j'ai du jus, fait que là, je vais en donner plus, puis t'auras pas c'est très rare qu'on a, en tout cas de notre bord, là, à donner des coups de pied au derrière. Là, les gens s'en occupent souvent par eux-mêmes. Nous, on va être dans le retenir le fort quand ça se met justement, quand life happens, puis là, avec toutes sortes de choses. Oui, absolument. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Décide ». Ouais, je veux vraiment encourager tout le monde qui nous écoute à aller vous procurer ce livre-là. Je vais mettre le lien là dans la description du podcast. Il y a certains, bon, c'est sûr qu'on veut que les gens aillent découvrir le livre. On donnera pas trop de scoop là, puis de c'est drôle, d'informations. Mais... Pour pas qu'il y ait de scoop, dans le sens où tu sais, c'est Ouais, c'est ça. Mais il y avait certains titres de chapitres, certaines informations que je trouvais intéressantes, puis je voulais peut-être t'entendre là-dessus. La première chose que tu écris dans un de ces chapitres, c'est que être en surpoids, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Puis je suis d'accord, là. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est puis normal comment dans le sens où c'est le résultat attendu. C'est-à-dire que d'un point de vue, disons, clinique, tu sais, c'est bon... une pathologie, une maladie, bon, on va se la liste de critères. Puis là, ben, être en surpoids, ça remplit cette liste de critères-là. Mais si tu regardes ça autrement que d'un point de vue clinique, puis tu le regardes d'un point de vue biologique, pour dire ça de même, c'est littéralement le résultat attendu de n'importe quel système biologique qui se retrouverait dans un environnement comme lequel dans lequel on est, c'est-à-dire calories en abondance, puis optimisation du output calorique, fait que de la dépense énergétique. On crée tout le temps dans le but explicite de rendre tout plus facile. Là, c'est plein d'avantages. C'est super prendre l'avion. Comme je préférerais prendre l'avion pour aller n'importe où que de marcher jusqu'à là. c'est assez loin. Mais là, l'effet, disons, indésirable ou néfaste de ça, du fait qu'on a des chars puis des avions puis des sofas vraiment plus confortables que le plancher. Ça fait que ça décourage le mouvement de façon générale. Puis si ça affecte tous les systèmes biologiques de la même façon, ça affecte les humains comme ça affecte les hamsters, les chats. Il y a des chats qui sont en surpoids, des chats domestiques, des chiens, tout ça. Fait que c'est normal dans le sens où on crée explicitement l'environnement comme ça, par exprès, parce que c'est ce que nos intuitions, d'une certaine façon, nous amènent à optimiser. On optimise pour les calories, puis on optimise pour la restriction de la dépense calorique. Fait que, sachant que, en tenant compte du fait que c'est normal que si tu fais juste
laisser aller dans le sens où tu fais juste give in à l'environnement. C'est-à-dire, tu vas à l'épicerie puis tu fais juste acheter des choses que tu as le goût de manger puis tu fais juste les choses que tu as le goût de faire. Comme on crée ces choses-là explicitement quasiment dans le but de prendre du poids d'une certaine façon d'un point de vue biologique. C'est ça qui nous drive, on veut prendre du poids. Fait que c'est ça. C'est dans ce sens-là que c'est une maladie, mais c'est normal à cause que ça affecte tout le monde également, puis on fait quasiment exprès d'un point de vue comme systémique. Ouais, on rend tout rapide, facile, confortable. Puis tu sais, l'humain est bien dans son confort, on est bien dans la facilité aussi, on est wired comme ça. Nos modes de vie, la façon qu'on travaille aussi, tu sais, tout est technologique ou presque. On n'a plus les métiers qu'on avait, on n'a plus besoin de travailler pour notre nourriture, pantoute. Tu peux littéralement rester assis chez toi, ouvrir ton téléphone puis te faire commander quelque chose puis tu le reçois dans genre 5-10 minutes. Donc, c'est effectivement notre lifestyle, notre mode de vie qui a évolué peut-être pas trop positivement pour cette composante-là de santé dans les dernières années. C'est quoi les petites choses qu'on peut déjà faire au quotidien que souvent on va entendre, on va rouler des yeux en voulant dire « Ouais, ça vaut-tu vraiment la peine que je prenne les escaliers ou de prendre l'ascenseur? » La réponse est oui. Ouais. Mais c'est quoi les autres choses que tu proposes pour peut-être contrebalancer un peu cette équation-là qui est ultra calorique et moins de dépenses énergétiques au-delà de, oui, faire nos entraînements 3-4 fois par semaine puis peut-être pas commander du take-out à tous les soirs, là. Acheter des sofas hyper inconfortables. Non, c'est pas vrai. Acheter des Non, mais en fait, la première chose, c'est de t'en rendre compte. Tu sais, c'est-à-dire, tu peux... Parce que je pense que, à l'échelle, disons, populationnelle, les gens ne s'en rendent pas compte. Tu sais, que c'est de même. Qu'il y a une espèce d'optimisation pour la saveur de façon générale. Donc, ça, c'est quasiment... C'est synonyme, donc, optimisation calorique. Fait qu'une fois que tu t'en rends compte que on crée des choses pour ça, puis je pense pas que c'est une tentative maléfique, là. C'est juste, on fait des choses qu'on a envie de faire, puis ce qu'on a envie de faire, c'est manger des calories, tu sais, simplifier au max. Fait que je pense pas que c'est comme malfaisant, c'est juste que c'est ce que les gens aiment, alors c'est ce que les gens produisent, ce que les compagnies produisent, puis ce qu'on fait. C'est cool d'avoir un sofa confortable, tu sais, je suis pour ça. Je vais juste spécifier. Une fois que tu t'en rends compte, ça fait alors que tu peux... Fait que là, si tu sais que l'environnement est optimisé pour ça, puis que toi, t'es optimisé pour ça, c'est-à-dire que tes biais intuitifs, mettons pour dire ça de même, ça va être de rechercher les calories, rechercher le salé, bouger le moins possible, prendre tous les raccourcis possibles. Tu sais, il y a du monde qui vont se parquer dans l'espace handicapé, même si c'est des places plus loin, là, tu sais. Puis c'est pas comme, tant pis les handicapés, c'est une espèce c'est un biais décisionnel de faut que je sois plus proche de la porte parce qu'il faut que je marche moins, parce que ton cerveau va toujours optimiser pour ça. Une fois, si tu t'en rends compte, alors, c'est pas tant une question de te parquer par exprès le plus loin possible de la porte d'entrée de l'épicerie, mais si tu tiens compte du fait que, je fais exprès de chercher un raccourci, ben là, tu vas peut-être te parquer un peu plus loin. Fait que la première chose, c'est commencer à t'en rendre compte, de le voir dans ton environnement, de le voir dans toi-même. Puis après ça, de faire des petits gestes pour minimiser, faire des petits gains marginaux là, sur certaines décisions en ce sens-là que tu prends. Genre, te rendre compte que tu manges une Doritos, tu passes au travers du sac. Fait que t'es aussi bien de pas commencer dans le sens où... Parce que toi, rarement, les gens vont se dire, tu sais quoi, je vais manger un sac au complet de chips. Tout de suite. Mais c'est pas ça l'intention au départ. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est, j'ai goût de chips. Je vais manger un petit peu de chips. Mais c'est pas même ça marche. Le sac de chips est créé expressément pour que tu passes au travers. Ouais. Toi, t'es fait pour passer au travers, pour que toutes tes intuitions fassent comme t'as absolument besoin de manger tout ça, puis tu vas te le justifier dans le moment. Fait que, sachant tout ça, minimiser ton exposure aux choses hyper caloriques, genre les chips autant que tu peux, autant que t'en as envie, puis autant que ça va être tolérable socialement. Bon, tout ça, c'est une autre discussion là, de socialement, comment ça se comporte. Puis dans le mouvement aussi, c'est-à-dire que faire des petits trucs banals. Moi, je suis un gros fan de marcher. De podomètre, là, ça aide à donner des objectifs. Surtout dans le monde post-COVID, où est-ce que là, tu pourrais littéralement passer une journée assis à l'ordinateur, aller aux toilettes, revenir à l'ordinateur, aller à ton sofa, t'asseoir à ta table de cuisine, marcher 3000 pas dans ta journée, de rentrer des périodes où tu fais juste marcher, littéralement juste te lever, marche autour de ton sofa,
ou marcher pendant que tu écoutes la télé, si c'est ça que tu fais le soir, genre. Fait que de trouver ces petites affaires-là où tu peux glisser juste un petit peu plus de mouvement, un petit peu moins d'exposure aux trucs méga caloriques, ça fait une grosse différence sur assez longtemps, dans le fond. Alors que c'est pas tant des efforts, c'est plus de juste vivre les yeux ouverts, là, comme d'une certaine façon. Ouais, j'adore ça, d'en prendre conscience. Tu nous as pas dit, va t'entraîner 10 heures au gym par jour, fais une diète de 800 calories, puis achète juste des superfoods. Comme c'est ça, c'est la simplicité, mais c'est l'addition de tous ces petits gestes-là faits de façon constante sur le moyen long terme qui amène des résultats. Tu sais, c'est ça qui est parfois mind-blowing, mais dans le fond, tu sais, tant que tu l'essaies pas puis tu te donnes pas la patience de le faire longtemps pour te réaliser, tu sais, que non, ça fonctionne. Un peu dans le même ordre d'idée, t'as un chapitre qui parle qu'on influence sa propre faim ou qu'on est comme responsable, tu sais, de notre propre faim. Puis bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment on influence notre propre faim, justement, puis encore une fois, les calories qu'on mange, puis nos cravings, puis les sacs de chips. Au-delà de... naturellement, tu sais, ça te prend tes protéines, ça te prend tes fibres, ça te prend les aliments entiers, juste d'un point de vue qualité nutritionnelle. Fait que c'est la première chose. Fait qu'à calories égales. Parce que là, il y a tout... Est-ce qu'une calorie est une calorie? Oui, mais non. Puis là, ben c'est ça, tu as un chapitre aussi qui parle de pas compter les calories. Moi aussi, c'est pas une technique que j'utilise avec mes clientes. Je fais pas compter les calories à mes clientes. Puis c'est ça, une calorie, c'est une calorie dans le sens que un livre, c'est une livre, 1 kilo, c'est 1 kilo. En termes de mesure, de chiffrer, oui. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça, là. Exact. Fait que là, au-delà de... Parce que t'as pas besoin d'entrer là-dedans, sauf pour l'aspect prise de conscience de ça, par exemple. Parce que tu pourrais te rendre compte que tu manges 4000 calories dans une journée. Puis là, même s'ils sont pas toutes égales, les 4000, il y en a quelques centaines de trop, probablement. Fait que, en ce sens-là, mais c'est pas tant la valeur du chiffre plus que l'espèce de prise de conscience que le fait de faire l'exercice que de regarder ce que tu manges, dans le fond. Absolument. De manger les yeux ouverts, dans le fond. Mais c'est au sens de... Justement, si tu manges, pour juste utiliser la fin de la démo, si tu manges 2000 calories d'Oreo, c'est pas comme manger 2000 calories de brocoli. Fait que de simplement augmenter la qualité de ta nutrition de façon générale, ça va influencer ta faim. Tu vas mieux réguler tes signaux de satiété en mangeant, entre guillemets, les bonnes affaires. Puis là, ce que ça veut dire, les bonnes affaires, le monde peut débattre ad vitam aeternam là-dessus, sauf qu'il y a consensus sur légumes, oui, biscuits, moins. C'est ça. Ce bout-là, je pense qu'il est sans controverse. Fait que ça, réguler avoir une espèce d'horaire de ce que tu manges, juste pour, comme ton corps est justement une machine à prédiction, d'une certaine façon. Fait que là, si tu manges n'importe quoi, n'importe quand, ben, t'as tout le temps un peu faim. Parce que comment il va peut-être manger. Fait que là, c'est bien d'être prêt à accueillir l'énergie qui s'apprête à entrer. Le ressenti de ça, ben, ça s'appelle la faim. Fait que là, tu régules un peu mieux ton horaire alimentaire, mettons, pour tout ça. Puis là, je parle pas de jeûne intermittent. Je parle de, comme, je mange à telle heure. Je mange généralement à telle heure 3 fois par jour. Ça va bien aller, ça va bien aider à pas avoir cette espèce de tout le temps faim et désir de snacker. Puis l'autre affaire, c'est aussi de comment tu te perçois la faim. C'est-à-dire la perception de la faim. Je suis même pas sûr si j'utilise l'exemple tel quel dans le livre, mais si je me lève un matin puis je suis raqué, puis je me suis entraîné la veille, je pourrais avoir super mal et être super satisfait de la douleur. Fait que tu vois, ça fait mal physiquement, interprétation positive, émotionnelle de la douleur. Fait que là, tu es comme, ah, cool, j'ai mal. Tandis que si tu t'étais pas entraîné et tu avais mal autant qu'un gros workout, ça fait comme, faut que j'aille à l'hôpital. Je me fais rentrer par un char et je m'en rappelle pas. C'est ça. Quelque chose de même. Tu peux faire un peu la même chose pour la faim, dans le sens où on traite la faim comme une espèce de sentiment d'urgence. C'est extrêmement... À cause que c'est particulièrement désagréable, pour des raisons biologiques, comme c'est très important que si je suis dans la jungle, que je mange... sinon je vais mourir. Mais alors, c'est pour ça qu'on le traite comme une urgence. Mais si toi, émotionnellement, tu le vives un peu différemment, puis tu te rends compte que ce n'est pas en fait t'es pas en danger de mort, si t'as faim. C'est juste attendre un peu, ça va finir par passer.
ou se calmer du moins, puis tu vas prendre une meilleure décision mieux réfléchie, même si tu as vraiment faim. Parce que tu peux avoir vraiment faim, c'est pas que la faim, c'est pas vrai. C'est juste que si tu recadres un peu la vision de ce que la sensation essaie de te dire, tu risques de prendre une meilleure décision. Puis c'est tout ça l'enjeu, en fait, c'est de prendre des meilleures décisions sur une base quotidienne. Mm-hmm. J'espère que vous prenez des notes si vous êtes à l'écoute parce que il y a beaucoup de golden nuggets là-dedans, puis ça va exactement avec ce que je coach avec mes clientes. Tu sais, j'ai souvent les questions, puis je suis sûre que toi aussi, sur des précisions. Hein? Je devrais-tu faire le jeûne intermittent? Je commence à manger à midi ou à midi et demi? Je devrais-tu manger 6 fois par jour ou 2 fois? Mais de maîtriser les bases, ces piliers-là que tu viens de nommer, exemple, la constance dans ton horaire et ta fréquence de bouffe, ben de focuser là-dessus versus d'aller chercher c'est ça, l'heure exacte à laquelle tu dois manger si tu fais jeûne intermittent ou quoi que ce soit, ben c'est bien plus valable. Puis tu sais, avant, ça n'existait pas des collations. T'sais, on déjeunait, on dînait, on soupait, là. Les petits poissons, puis les petites pattes d'ours, puis les bartendes, puis les craquelins, puis ça existait pas. Tu déjeunais, tu dînais, tu soupais, puis si t'aimais pas le souper, ben t'allais te coucher, puis t'allais déjeuner le lendemain matin. Tu sais, on est dans une société de snacking, de manger toute la journée, un petit poignée de noix par-ci, un petit chocolat au bureau par-là. Tu sais, je vais finir la bouffe de mes enfants quand eux, ils mangent leur souper, puis moi, je soupe dans 2 heures. Mais le corps est pas fait pour... en fait, c'est pas optimal de manger comme ça toute la journée. Entre autres, parce que comme tu l'as bien expliqué, tu sais, ça c'est dur à dire ça, dérégulise. En tout cas, ça enlève la régularisation de la faim. Ça défait, merci. Puis de la satiété. L'autre chose que je voulais faire un peu du pouce là-dessus, tu sais, il y a un quote en anglais qui dit « We are overfed but undernourished ». Ouais. On mange énormément en termes de quantité de calories. Comme tu dis, on peut facilement manger un 4000 calories par jour sans s'en rendre compte. Mais undernourished dans le sens que on mange des aliments souvent très, très vides de vitamines, minéraux, antioxydants, fibres, justement, d'eau, tu sais, de protéines, de glucides complexes, de bons gras. Puis, souvent, quand on focus sur rajouter des choses qui vont nous nourrir, justement en focusant sur des aliments entiers, ben les choses un peu plus vides de nutriments puis les collations extra dans la journée qu'on n'a pas vraiment de besoin, ben ils prennent le bord, tu sais, parce que là tu te sens nourri, tu as moins ce sentiment de faim-là de vouloir snacker tout le temps, tu sais. Donc moi j'ai vraiment une approche de ajouter des bonnes choses à ton alimentation, tu sais, au lieu de se dire non, à partir de demain là, tu sais, tu te restreins, plus le droit de boire du vin, plus jamais de ta vie, plus de sucre, plus de ci, plus de ça. 1, ça dure pas. 2, il y a pas aucun humain qui aime ça être en mode restriction-privation. D'ailleurs, tu parles dans ton livre que la privation, c'est un mythe. Fait que on peut peut-être faire du pouce là-dessus, là, mais c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux dire par là que la privation, c'est un mythe? C'est un mythe dans le sens où c'est une perception. C'est-à-dire que être privé ou pas de quelque chose, c'est purement c'est une fonction de comment tu perçois la chose en question. Puis là, dans le cas spécifique, mettons, de mise en forme, perdre de poids, manger, bouger, tout ça, il y a beaucoup de privation, ou en tout cas du ressenti de privation qui est en fait du marketing. Puis là, je pense que c'est l'exemple tel quel j'utilise dans le livre, c'est, mettons, la pub de Coke est sur « check comment c'est le fun de boire du Coke ». Fait que là, de pas boire du Coke, ça fait que t'es plate. Tu prives du fun. Oui, c'est ça, tu prives du fun. Fait que là, c'est pas que ça, encore une fois, c'est pas que ça existe pas, puis c'est pas que c'est pas désagréable, genre dire non à une 3e coupe de vin socialement, comme ça. Fait que c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça existe pas. C'est plutôt que de façon générale, nos perceptions de ce qui est, tu sais, tu devrais pas te priver des choses qui sont agréables, mais c'est parce qu'en fait, c'est beaucoup du message de très marketing derrière ça, tu sais, de grosses institutions, là, quasiment, qui peuvent pas parler du mérite du produit, là. Coke peut pas valoriser le Coke ou la boisson gazeuse, je dis Coke, là, mais n'importe quel, peut pas valoriser le produit pour ses mérites en tant que tel. Ils sont obligés de parler d'autres choses pour y donner un caractère positif, là, c'est-à-dire une raison pour l'acheter puis le consommer. Fait qu'il y a beaucoup de ça, puis ça se rend dans la culture. Fait que là, culturellement, on est comme, oh, mais là, tu sais, ah ouais, là, tu sais, un autre, ou le fait de te priver de plaisir, c'est par définition non souhaitable. C'est surtout un truc commercial plutôt qu'une affaire de vraiment toi, là, en dedans de toi. Est-ce que tu sens vraiment que tu aurais besoin de cette 3e coupe de vin-là, ou c'est juste parce que ça peut être perçu comme plate?
C'est ça. Il y a cette ligne-là. Ouais. C'est très émotionnel aussi, hein, les choix qu'on fait, parce que puis même, tu sais, pense à toi, là, la dernière fois que tu as mangé justement ton sac de chips ou ta crème glacée ou tu as bu ton verre de vin, qu'est-ce que tu recherchais? Oui, le goût, il est bon, là, tu sais, au goût en soi, très, très physiologique, mais c'est souvent un feeling qu'on recherche, tu sais, c'est le côté social, ou quand tu es tout seul chez vous, tu sais, tu manges ton ennui, ton stress, des fois tu manges ton bonheur aussi avec ton 3e morceau de gâteau. Fait que dans la pub, comme tu l'expliques, dans le marketing, ils vont aller chercher ça pour te faire rappeler que quand tu consommes ce produit-là, c'est attrayant parce que ça va me permettre d'aller chercher tel feeling. Versus, tu sais, si tu apprends, puis ça, c'est une toute autre conversation, là, à les reconnaître, ces émotions-là, à les vivre, à les vivre tout simplement de d'autres façons sans la nourriture, ce message-là, tu sais, moi, quand je vois une pub de Coke, ça m'attire pas pantoute parce que, 1, j'en ai jamais bu, 2, tu sais, je suis consciente des effets négatifs sur la santé, mais 3, j'ai pas cette association-là au plaisir parce que j'ai mon plaisir ailleurs, tu sais. Peut-être, oui, dans du popcorn, mais dans d'autres activités qui ont 0 rapport avec la bouffe ou, tu sais, ou la boisson. Fait que c'est de travailler ses propres prises de conscience sur les émotions qu'on cherche parfois à aller voir ou à aller chercher dans la nourriture, tu sais, ou dans skipper un entraînement versus faire un entraînement, par exemple. Mais ce qui est très cool, en fait, c'est que ça se travaille. C'est comme justement, c'est des construits psychologiques. C'est tough. Ça prend justement du travail, mais ça se travaille dans le sens où tu peux apprendre, peu importe ton âge, en passant, à recadrer ce que tu trouves vraiment agréable. Ultimement, dans un cadre de mise en forme, perte de poids, tout ça, de ne pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Ou du contraire, en tout cas, cette phrase-là. Cette phrase-là. Oui, c'est ça. De ne pas vivre pour manger, mais de manger pour vivre. C'est-à-dire de transitionner ce qui est le rôle vraiment des choses que tu consommes, que tu manges, que tu bois sur une base quotidienne hebdomadaire. Puis c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de la place pour le plaisir. C'est juste que si c'est juste, comme si c'est surtout ça, c'est ça qui est à transitionner, dans le fond. Oui, puis tout part de l'intention de pourquoi tu manges ton sac de chips ou ton verre de vin. Tu sais, si tu bois ton verre de vin parce que tu es dans un vignoble, tu adores le vin, tu as une passion pour découvrir les nouvelles saveurs, go, là, c'est génial. Mais si tu bois un verre de vin ou une bouteille de vin au complet chez toi parce que tu es triste, tu es stressé, c'est ta seule façon d'aller mieux, entre guillemets, temporairement parce que tu vas chercher du réconfort dans la bouteille de vin, c'est là que les associations, comme tu dis, psychologiques, émotionnelles, ça se travaille, puis ça vaudrait peut-être la peine justement d'aller creuser à ce niveau-là. Là. Je répète quand même souvent, que dans le fond, tu dois jamais compromettre. Dans le sens où, si ton truc, c'est le vin, compromets pas en buvant du vin de dépanneur. C'est ça. Prends l'engagement. Là, ton truc, c'est le vin, t'aimes ça, tu t'achètes juste des grosses bouteilles. Tu vas en acheter moins, tu vas en boire moins, tu vas vraiment plus l'apprécier. Fait que tu vas te retrouver à... Justement, il n'y a pas de compromis là-dedans, dans le sens où si tu as l'habitude de boire beaucoup de vin, puis là, probablement que ça t'aiderait dans tes objectifs de mise en forme, si c'est ça que tu as comme objectif, d'en boire moins. Mais t'aimes ça. Fait que là, quand t'aimes ça, aime ça pour vrai, achète-toi une grosse bouteille. Puis c'est 10 sur 10, c'est tout. Puis là, si dans les autres, au quotidien, ton lunch de mardi midi au travail, il n'y a pas besoin des 10 sur 10 saveurs. S'il y a 8, c'est good, mais il est 10 sur 10, c'est aligné avec tes objectifs. Fait que tu ne compromets pas. Fait que c'est soit c'est 100% plaisir ou 100%, c'est-à-dire que ce que tu consommes est 100% aligné avec tes objectifs puis est perçu comme pour son rôle, disons, productif, pour dire ça de même, avec ce que tu essaies d'accomplir. Puis quand tu as du fun, c'est du fun. T'aimes la poutine, mais tu vas au meilleur casse-croûte autour de chez toi, là, parce que c'est comme le casse-croûte qui a la meilleure poutine. Là. Tu vas là, puis tu manges juste celle-là. Tu vas pas chercher la poutine du McDo. Là. Je sais plus si on va encore là, mais tu prends pas celle-là. Tu commites à la 10 sur 10 poutine ou le 10 sur 10 vin, tout ça. Tu vas en manger moins, ça va être une meilleure expérience. Puis va globalement être mieux aligné avec tes objectifs de toute façon. Ouais. J'aime ça. C'est une très bonne stratégie. Parce que c'est ça prend un travail psychologique et émotionnel pour créer des changements. Je sais que ça fait partie de ta philosophie de coach aussi. C'est pas juste voici ton plan, voici ton programme d'entraînement, puis suis ça, puis let's go, lâche pas. Ça prend ce travail-là de prise de conscience, de changement de mindset,
psychologique aussi, revoir nos pensées, nos associations. Dirais-tu que c'est le gros de ton coaching à travailler ça dans peu importe la perte de poids ou les autres objectifs? Au-delà d'être le gros morceau, c'est presque, je vais dire presque le seul morceau, mais dans le sens, l'aspect tactique, dans le sens, mange ceci, fais tel plan d'entraînement. Ça, c'est-à-dire, c'est le bout simple. Ouais. C'est parce que c'est simple. Tu vois si ton target, surtout d'avoir tant de fibres, puis voici ton plan d'entraînement, tant de minutes d'activité, whatever. Tu sais, ce bout-là, il est simple. Créer le plan, c'est simple. C'est assurer l'adhérence qui est toute l'affaire. Fait que là, c'est tout ça le sens de ce qu'on fait, là. Tu sais, parce que la stratégie elle-même est plus ou moins importante, quasiment. Dans le sens, pourvu qu'elle respecte certains principes de base physiologiques nécessaires pour obtenir un résultat physiologique, justement. L'enjeu, il n'est pas tant physiologique plus qu'il est psychologique, émotionnel, social à certains égards. Fait que là, c'est ce qu'on fait, dans le fond, c'est d'accompagner les gens au travers de ça. Parce que, en bout de ligne, si tu t'entraînes 2 fois semaine ou 3 fois semaine, tu sais, la différence entre les deux, c'est 50%, entre 2 et 3, mais t'as pas comme 50% plus de résultats si c'est 3 ou 2. L'idée, c'est que tu le fasses, fait que tu passes au travers. Puis, c'est l'aspect humain de la chose, là. C'est comment est-ce qu'on fait pour assurer l'adhérence au plan. Simplement. La constance, hein? Un mot tellement pas sexy, mais qui est tellement important. Ouais. Très cool, je trouve ça super intéressant. Fait que encore une fois, j'encourage ceux qui nous écoutent à aller se procurer ton livre. Tu parles de plein d'autres choses aussi, entre autres le pyramide du sommeil, les habitudes de vie, des trucs sur l'entraînement aussi. Donc, est-ce qu'on fait un parcours sur ton site internet? Où est-ce qu'on peut le découvrir? Le livre s'appelle Décide. Fait qu'il y a un site pour le livre, c'est livredécide.ca. Ça amène directement sur la description exactement du contenu du livre. Le PDF est 5$. Tu peux l'acheter papier aussi si tu veux, mais tu peux aussi juste le downloader, puis le PDF est 4,99$, juste parce que je veux être sûr qu'il soit accessible à un maximum de personnes. Parce que il y a personne qui va tomber en bas de sa chaise en le lisant, je pense. Puis c'est le but. Dans le sens, le but, c'était de s'en tenir à... Puis le livre il est expressément court, il est 89 pages. T'sais, il y a des tomes et des tomes sur la santé, puis sur la physiologie, tout ça. Il y a du monde qui font des docs, qui mettent 10 ans de carrière sur un truc vraiment spécifique. C'est intéressant. En même temps, c'est pas applicable pour la plupart des gens. Puis là, la population générale a besoin de savoir ces 3-4 choses-là et s'en tenir à ces 3-4 choses-là dans le sens où plein de monde qui ont plein d'idées, comme c'est tellement bruyant, le monde de la mise en forme et la santé, il y a plein de bouts de... Mettons keto, là, juste parce que on aime ça bâcher ce keto. C'est toujours là. Non, mais c'est parce que c'est pas que c'est basé sur rien. C'est pas comme c'est pas comme du vent. C'est juste que c'est probablement pas applicable pour toi pour plein de raisons. Les gens ont des bribes, tu sais, j'ai entendu cette phrase-là, puis cétose, puis jeûne intermittent, puis il y a des petits bouts, mais si t'es pas un expert ou si t'as pas mis le temps de vraiment bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de ci puis de ça. Comme jeûne intermittent, c'en est un bon. Juste le terme est mal utilisé dans pas. Mais oui, c'est même pas ça, un jeûne intermittent, manger midi à 8. Là, le monde dit jeûne intermittent, alors que si tu avais à donner un terme, ça serait plutôt fenêtre alimentaire, mettons. Jeûne intermittent, c'est jeûner de façon intermittente. Mais là, je fais que les termes sont mal utilisés, puis que ça devient hyper bruyant. Puis, en bout de ligne, ça revient à des trucs pas mal plus fondamentaux que ça. C'est pour ça que le livre est expressément court. C'est voici les choses que si tu comprends, intègres, tu vas avoir ton résultat. Puis là, après ça, c'est un goût d'aller dans mais là, j'ai le goût d'essayer une technique en entraînement bien spécifique, tout ça. Tu iras là une fois que tu auras est-ce que si tu dors 5 heures par nuit, c'est pas important comment tu t'entraînes. Exact. Fait que établis ces bases-là, puis après ça, tu pourras aller dans quelque chose de plus difficile ou sophistiqué si tu décides de faire ça, une fois que tu as intégré les principes de base. Puis ça, c'est les mêmes pour tout le monde. Dans une autre vie précédente, à l'université, je me suis spécialisé en performance athlétique. J'ai fait un stage avec des joueurs de la NFL en préparation pour le draft. Puis pour ces gars-là, pour début vingtaine, tu sais, fait qu'ils ont toute l'énergie du monde, il y a des dizaines de millions de dollars en jeu parce qu'ils s'en vont pour le draft. On leur parle quand même juste de dormir, puis de manger, puis de s'entraîner fort. C'est-à-dire de s'entraîner efficacement pour un athlète professionnel.
Puis c'est les mêmes piliers de base. C'est les mêmes roches. Fondamentaux. Les mêmes roches. Les gars, ils se faisaient chicaner parce que, naturellement, début vingtaine, ils se faisaient chicaner par leur entraîneur-chef que il avait trop joué au PlayStation la veille. Puis là, il avait pas assez dormi, il s'entraînait pas assez fort. Tu sais, le gars, il y a 10 millions en jeu pour le gars, puis oh oui, c'était top, cool, Call of Duty. Fait ils ont les mêmes enjeux que n'importe qui, puis c'est ce qu'on anticiperait serait le plus haut, la plus haute sphère de santé physique, tu sais. Puis c'est les mêmes rushs, on leur dit les mêmes choses. Fait que si c'est bon pour un tel là, que beaucoup de sa vie s'apprête à changer s'il se fait repêcher, si c'est bon pour lui, c'est bon pour pas mal tout le monde d'un point de vue santé physique. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, j'adore ça. Maîtriser les piliers fondamentaux, c'est souvent suffisant pour atteindre vos objectifs. Pas besoin de pilules miracle, de 500$ de suppléments par mois, de méthodes, comme tu dis, sophistiquées, bien fancy. Maîtriser les principes fondamentaux. Donc, allez vous chercher ce livre-là. Y a-t-il d'autres façons qu'on peut travailler avec toi si jamais il y en a qui sont intéressés? Je sais que tu es assez actif sur Facebook, tu as ta page, vous avez votre site Internet aussi avec votre équipe que je peux partager. Y a-t-il d'autres choses que... Le livre, c'est pas mal l'espèce de point central. Ouais, hein? Un point qu'on prend pas de clients-clientes s'ils l'ont pas lu. Parce que là, pour que tu comprennes, bon, ben, on part de là. C'est ça. Sinon, on a un groupe Facebook public que l'URL, c'est facebook.com/group/mise en forme. Fait que là aussi, je mets du contenu là. Puis, j'écris des chroniques 3 fois par semaine. Je donne des trucs, mais c'est surtout des trucs, des choses mindset. Je parle plutôt mindset, motivation, juste recadrage de certaines choses. Tu peux t'abonner, c'est gratuit. Tu peux t'abonner sur mon site, sur notre site, freedomfitnesscoaching.ca. Mais l'espèce de... Ça ramène pas mal tout au livre, dans le sens où... C'est par exprès. J'ai fait ça par exprès de tout. Ça, c'est... Commence là, puis après ça, il y a... On verra. Ouais. Très cool. Génial. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Merci, Sébastien. Je finis toutes mes entrevues avec la même question pour mes invités. Donc, une petite question on the spot. Est-ce que tu as un quote, une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Si j'ai une citation préférée. Un mantra ou... je veux juste la dire comme il faut que je la trouve. C'est en anglais, mais ça se trouve bien. Easy choices, hard life. Hard choices, easy life. Fait que si tu fais la chose facile à court terme tout le temps, si globalement tes micro-choix, c'est l'option facile, big picture, ta vie va être plus difficile. C'est-à-dire que si tu prends les espèces de raccourcis, les choses faciles, ben là, t'as des espèces de dettes, de difficultés de choix qui s'accumulent, puis là, dans toutes les sphères de ta vie, en fait, c'est comme ça. Si tu prends toujours le raccourci, tu fais juste repousser à plus tard l'espèce de travail à gérer. Et si tu fais le contraire, puis là, tu fais entre guillemets le travail ou les choix difficiles, sur une base quotidienne, tes grosses roches sont comme faciles. Ça s'applique très bien en santé. Si je fais globalement des bons choix alimentaires, globalement je suis assez actif, ça demande plus d'efforts à court terme, mais j'ai pas les problèmes de santé bien connus qu'on va vous lister liés au fait d'être juste globalement inactif ou d'avoir des alimentations. Oh, j'aime ça. Fait que j'espère que tu as aimé ta première expérience podcast puis ça t'a inspiré peut-être à en faire plus. Merci d'avoir été à l'écoute. Sébastien, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions pour moi ou Sébastien, n'hésitez pas à nous contacter par les réseaux sociaux. Puis merci encore pour ton temps aujourd'hui puis ton wisdom. Ça me fait plaisir. Bye. Ça fait plaisir, merci. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.